Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce hors-série spécial sur l'enseignement. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur mon métier, sur ma destinée qui va être d'enseigner. J'ai déjà enseigné 1 an et demi en Afrique et je suis actuellement en licence pour avoir les compétences pour être définitivement le meilleur prof possible. Mais j'ai pas envie de vous faire une vidéo technique sur l'enseignement, sur comment faire, quoi faire, parce que chacun a sa propre technique d'enseignement. Je vais plutôt vous faire une vidéo un peu utopiste, dirons-nous. C'est-à-dire une vidéo où je vais vous parler de mon école rêvée. Il y a certains trucs dont je vais parler qui sont pas réalisables, d'autres qui pourraient être réalisables et qui sont déjà réalisés dans certains endroits, mais ça nous permettra de balayer un large spectre concernant l'éducation et comment je vois l'école et comment je vois l'éducation en général. Premièrement, les programmes. Je ne vais pas vous faire des programmes détaillés, mais juste des grandes indications. Concernant la langue maternelle, c'est bien parler et bien écrire. Bien parler parce que notre jeune génération souffre d'un gros problème, c'est qu'elle n'est pas très bonne oratrice parce qu'on n'est pas dans une société, on est dans une société de l'image, on n'est plus dans une société du discours. À l'époque, quand il n'y avait que la radio, tu avais intérêt à bien parler parce que tu pouvais être beau, tu pouvais être moche, ça ne compte pas parce que c'est que de la radio. Maintenant, avec Internet, Instagram, Snapchat, c'est du TikTok par exemple, c'est de l'image, c'est pas de la parole. Le bien écrire est extrêmement important aussi. Parce que bien écrire, ça aide énormément. Par exemple, quand tu écris une lettre de motivation, si elle est bien écrite, elle sera mise en avant. Bien écrire permet aussi de faire passer des sensations extrêmement fortes. Pensez à Émile Zola. Émile Zola, mais sa plume, elle te fait voyager. Pensez à des Victor Hugo, pensez à des Jules Michelet, pensez à ces grandes plumes qui, avec quelques mots bien dosés, arrivent à faire voyager les gens. Mais ça doit être aussi l'enseignement de la langue maternelle adapté et pratique. Adapté par exemple aux handicaps comme la dyslexie et pratique. Faut pas assommer la jeunesse de règles de conjugaison difficiles à apprendre. Faut rendre ça pratique, faut rendre ça ludique. Concernant les mathématiques, c'est bien compter, bien mesurer et puis les bases en géométrie. Mais il faut faire rêver et que ça reste ludique et dynamique. Par exemple, il y a des opérations de calcul qui peuvent amener à des solutions. Enfin, ça peut être un truc très sympa. En mode escape game, par exemple. Faire ça avec des jeunes, avec des comptes à rebours. Enfin, un truc assez ludique, assez fun. On peut le faire aussi avec les maths, avec des successions de chiffres. Ça donne des résultats. Ça peut être très sympathique. Et aussi, ça doit être ancré dans la vie de tous les jours. Il y a des trucs qu'on fait en maths malheureusement qui sont utiles, je dis pas que c'est n'importe quoi, mais faut que c'est une utilité, une application dans la vie de tous les jours, parce qu'autrement, comment tu vas intéresser un gamin qui va te dire « mais ça me servira à rien dans la vie de tous les jours ». Et là, c'est le point de départ de l'ennui. Concernant l'histoire, on doit être fier de son pays et de ses origines. Je suis pas un partisan du nationalisme intégral, mais voilà, on doit être quand même un minimum fier. On ne doit pas arriver en mode « oh, je suis français, j'ai honte ». Non, on doit être fier d'être français, fier d'être allemand. Oui, notre histoire, oui, notre pays a fait des erreurs. Mais on doit en être fier. Notre pays a une histoire, notre pays a su durer sur le long terme, a su évoluer. Et donc, on doit en être fier. Une fierté mesurée, c'est comme tout, on doit être dans la nuance. On ne doit pas être hyper fier, mais on ne doit pas être complexé. On doit aussi, avec l'histoire, ouvrir au monde. Par exemple, faire découvrir d'autres civilisations et l'histoire d'autres civilisations, ce qui permet d'expliquer des choses. Mais il faut que ce soit vivant, qu'il y ait du peps, que ce soit vivant, quoi, qu'on ne parle pas que d'une chronologie qui va assommer les enfants. Par exemple, la vie quotidienne des paysans au Moyen-Âge. Il y a de quoi de faire quelque chose d'assez intéressant et de faire rêver les gens. Concernant la géographie, je prônerais le faire voyager. C'est ça que j'aime en géographie, c'est faire voyager mes élèves. On les fait découvrir des civilisations autres que les siennes, avec des images, avec des choses qui sont bizarres pour la personne parce qu'elle ne le connaît pas. Mais cette rencontre avec le bizarre fait que l'enfant est ébahi.
Hein. Ça le choque un petit peu, mais après, il arrive à être ébahi, à s'intéresser. Et c'est ça le plus important. C'est dès que l'enfant est intéressé, le cours est fait à 75%. Mais on ne doit pas assommer de données ou de définitions indigestes. Hein. Ça doit être vraiment des études de cas qui amènent à des concepts géographiques. Et il faut que ce soit pratique aussi. Pourquoi pas des activités de cartographie. Ça peut être sympa avec un fond de carte, les enfants, tu les fais colorier. Ça les éclate, tu peux mettre des couleurs, tu peux faire des cartes un peu ludiques, je sais pas, des cartes sur la consommation de sucreries, de bonbons, ça peut être intéressant, hein, pas que des trucs. Il y a une géographie, tu peux faire une géographie de tout, tu peux faire une géographie de l'alcoolisme. Bon, ça marche pas dans les écoles, mais voilà, tu peux rendre des trucs intéressants, la géographie aussi, je sais pas, des programmes télé, l'écoute de la musique, enfin voilà, il y a des choses qu'on peut faire et pour intéresser l'enfant. Concernant les langues étrangères, c'est surtout la pratique. L'un des gros défauts du système français, c'est qu'on ne pratique pas. On fait 2-3 heures de langue par semaine. Je fais 1 heure et demie, moi, en fac. Désolé, c'est pas ça qui va me permettre de pratiquer la langue. Et quand on ne pratique pas la langue, on la maîtrise pas. Et il y a aussi la communication avec des natifs, c'est-à-dire des échanges avec des gens qui parlent la langue. Par exemple, tu fais de l'anglais, et avoir un correspondant anglais, c'est très bien, ça existe déjà, et ça doit être accentué, parce que c'est comme ça que tu apprends. C'est avec des voyages et des échanges. Hein. Tu apprendras plus en étant 15 jours dans une famille en anglais qu'en 15 ans d'études, parce que tu es dans le réel. Hein. C'est pour ça qu'il faut aussi donner du temps. Hein. Il faut que la langue étrangère ait une grosse part. Concernant la SVT, la biologie, la technologie, j'ai un petit peu regroupé tout ça. Des expériences. Limite, une leçon, une expérience. Tu fais une leçon sur les volcans, paf, une maquette avec un volcan que les enfants puissent manipuler, ça peut être sympa. Même en troisième, hein, ça peut être sympa, tu leur fais faire un volcan, ça va les éclater. Hein. Hein, surtout les gros birdias en troisième, ils vont être contents. Si le machin, ça fait du bruit, que ça explose, que ça fait du bazar, que ça fait trembler les murs, t'inquiète pas qu'ils vont s'éclater comme des phoques. Hein. Il y a aussi la visite de musées et de sites. Hein. Je sais que c'est très difficile, que certaines villes n'ont pas de musée, que certaines villes sont loin de sites, que ça coûte de l'argent. Et l'État devrait promouvoir ça parce qu'on a tellement de musées. Faut être honnête, j'ai fait de la SVT pendant 4 ans au collège, on a 40 km d'un muséum, on l'a jamais visité. J'ai dû faire 3 sorties scolaires en 4 années de collège. Et c'est pas la bonne chose parce que le voyage forme la jeunesse. Le problème, c'est qu'il y a un coût. Je suis tout à fait honnête là-dessus. Mais bon, il y a un effort à faire là-dessus. Concernant l'éducation civique, c'est apprendre à être civilisé, quoi. Le respect des lois, le respect des autres, le respect des règles. Hein. Et respecter les règles n'est pas un gros mot. Hein. Respecter les règles de son pays n'est pas une insulte. Hein. C'est même primordial parce que faut expliquer aux jeunes, ça te ferait pas plaisir que quelqu'un vienne chez toi et vienne faire le bazar. Et c'est pareil. Le pays, c'est une maison. Et tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi parce qu'autrement ça dérange ceux qui vivent dans cette maison. Hein. Mais aussi miser sous planning familial parce qu'on a trop de jeunes qui tombent enceintes ou qui attrapent des maladies sexuellement transmissibles, que ce soit en Occident ou en Afrique, et on doit faire quelque chose, surtout dans une société où il y a l'hypersexualisation qui est vraiment dommageable. On doit aussi former des citoyens. Hein. Pas former des citoyens patriotes comme en 1914 qui se sont fait éclater simplement parce qu'on leur a bourré le mou, mais former des vrais citoyens, c'est-à-dire des citoyens responsables, c'est-à-dire des citoyens qui vont aller voter, qui vont dire bon, peut-être que les candidats qui sont au deuxième tour, c'est pas ma cam, mais je vais quand même voter parce que c'est un droit, parce qu'on s'est battu avec ça, que c'est même une chance, que j'ai de la chance de voter, donc même si je vote blanc, même si je vote pour le moins pire, au moins je vote. Hein. Et puis ça limiterait aussi les situations où voter pour le moins pire, parce que vu que les gens seraient des bons citoyens, ils iraient s'informer et prendraient les bonnes décisions. Ils arriveraient, regarderaient les programmes, ils feraient « Attends, je vais pas voter pour lui, il va mettre le pays dans le mur. Ah, puis je vais pas voter pour elle non plus. Ah, puis ceci, puis cela. » Et ça amènerait vraiment un débat, pas un débat comme on a actuellement, où il y a le camp des gentils, il y a la fachosphère, et puis voilà quoi. Il faut éviter le camp du mal. Bilan, on se retrouve avec des trucs, tu te poses des questions. Concernant le sport, nous devons cultiver le corps et l'hygiène de vie, ce qui est très important parce que beaucoup de jeunes souffrent de problèmes de santé par manque d'activité physique et on doit leur donner envie de faire du sport et c'est pas en les faisant courir dans le froid en décembre autour d'un stade avec un mec avec une doudoune qui motive pas du tout, c'est pas comme ça qu'on va leur donner le goût au sport. On doit aussi faire des rencontres avec des sportifs, que ce soit des sportifs valides ou des handisports. C'est très important, leur faire découvrir le sacrifice, toute la morale qu'il y a autour du sport.
Et aussi remettre la compétition. Pas la compétition dans le mode, non. Mais vraiment des compétitions entre classes, dans les classes même. Hein, mais une compétition saine pour apprendre à être un beau vainqueur, à être un bon perdant. Enfin, les valeurs de la gagne. Hein, vraiment être des winners, quoi. Mais aussi apprendre à perdre, mais apprendre à bien perdre. Parce qu'il y a des beaux perdants. Il y a certaines personnes qui sont devenues des légendes parce qu'ils ont perdu, mais ils se sont battus jusqu'au bout. Et malgré qu'ils se sont battus, ils ont tellement été gentlemen qu'on a retenu leur exemple. Dans un deuxième temps, je vous parlais de l'école, mais en tant que bâtiment. Je vous verrai une école avec 20 élèves maximum, pour éviter la surcharge des classes et permettre véritablement un accompagnement des élèves en difficulté. Parce que plus tu as d'élèves, tu t'appuies sur les meilleurs élèves et puis ceux qui sont un petit peu à la traîne, tu les oublies parce que tu n'as pas le temps, tu as tellement d'élèves que tu ne peux pas tout gérer. Ça pose un problème au niveau des bâtiments et des professeurs. Concernant la salle en elle-même, elle aura un tableau mais aussi des écrans connectés qui permettraient de mettre des illustrations, mettre des reconstitutions, des vidéos de reconstitution. Par exemple, on parle de la Grèce antique, une petite vidéo d'Athènes en 3D à l'époque antique, ça peut être intéressant et ça peut éveiller l'intérêt de l'enfant. En plus, avec l'écran connecté, par exemple, si on fait des langues, on peut mettre quelque chose de dialogue, on peut mettre des vidéos, des films en anglais. Bon, ça se fait déjà, mais l'écran permet vraiment un surplus et un apport pédagogique non négligeable. Après, je ne suis pas partisan de l'écran, qui est une véritable drogue chez notre jeunesse et qui a les mêmes effets sur le cerveau. Il y a des études, c'est d'une violence pas possible. Mais l'écran dans la salle de cours peut être extrêmement utile pour transmettre, des vidéos qui peuvent rendre le cours plus ludique, des illustrations. C'est très important. Il faut aussi des espaces éclairés, avec beaucoup de lumière naturelle. Il ne faut pas qu'on abrutisse notre jeunesse avec une lumière artificielle. Il faut qu'ils sachent ce que ça fait d'être au soleil. En plus, les espaces éclairés seront moins difficiles au niveau de l'éclairage. On consommera moins d'énergie. De la nature, beaucoup de nature. Dans pas mal d'écoles, à Dijon surtout, on a des potagers dans les écoles. J'ai déjà vu ça, c'est très intéressant et ça doit être mis en avant. Et ce, pour tous les niveaux. Pour les petits de maternelle, ça leur permet de découvrir la nature. Pour les grands d'élémentaire, ça les aide à... ils ont un projet, ils ont des choses, ça permet vraiment de les impliquer. Et puis pour les adolescents, ça peut être très intéressant aussi. La fierté de faire pousser quelque chose, quoi. Hein, ça permet aussi véritablement des petits îlots de nature dans la ville. C'est très important. Dans une école, par exemple, qui se situe en plein milieu de la ville, avoir un potager, avoir des arbres, avoir de la verdure. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien dans une ville grise et polluée, grise par la pollution et le béton. Donc la nature est extrêmement importante. Elle doit avoir une place centrale dans l'école. Parce que au-delà des plantes, il y a aussi des animaux, il y a la biodiversité. Si l'enfant, depuis son plus jeune âge, baigne dans un milieu scolaire qui prône la nature, la belle nature, la nature verte avec les petits animaux, les plantes et tout ça, il sera respectueux, il ne dégradera pas la nature. Et là, ça fait une éducation à l'écologie par la pratique. Et un peu par comportement inné, parce que si depuis 3 ans, l'âge de 3 ans, tu es avec de la nature, ça te rentre dans le cerveau tout seul. Mais aussi une école écologique qui récupérerait les eaux de pluie, qui, étant éclairées, consommeraient moins d'énergie, bien isolées. Enfin voilà, quelque chose vraiment en adéquation avec la nature. Parce qu'on ne doit pas que former des cerveaux qui vont connaître des opérations. Non, on doit aussi former des gens en osmose avec la nature. C'est très important l'osmose avec la nature. Beaucoup de monde l'oublie, mais nous venons de la nature. Nous sommes des animaux. Et nous devons cohabiter avec la nature parce qu'on n'est pas tout seul sur Terre. On l'oublie, mais on n'est pas tout seul. Et donc une école écologique et avec un bout de nature dedans est vraiment peut-être le meilleur moyen et la chose la plus positive pour l'écologie, encore plus efficace pour l'écologie que de nombreuses politiques, souvent inutiles et qui tombent à côté de la plaque. C'est pas en taxant les mecs avec les factures d'essence ou de gaz que tu les fais devenir écolo. Non, c'est dès le plus jeune âge, tu les mets dans un potager, tu leur fais « Regarde ces plantes ». C'est en les faisant découvrir. Hein. C'est pas la violence, c'est par la pédagogie qu'on va y arriver. Dernière partie, toujours concernant la pédagogie, mais là je vous parlais un peu plus de la discipline. Alors, la notation pour moi est extrêmement importante dans l'école. La notation permet de savoir le niveau des enfants. Extrêmement important.
Un bon élève doit savoir que c'est un bon élève. Un élève en difficulté doit le savoir pour qu'on puisse trouver des solutions pour le sortir de la difficulté. Hein. Et on arrête avec les conneries de gommettes ou de couleurs ou de lettres. Non, c'est des chiffres avec un barème bien défini. Et voilà. Et des évaluations régulières. Parce qu'on ne doit pas abrutir le cerveau des enfants en mode faut que vous révisiez tout d'un coup, que ça vous tombe sur la tronche comme ça. Non, ça doit être progressif. Parce que l'apprentissage se fait petit à petit. Donc la notation est extrêmement utile. Au-delà de la notation, la sanction est très importante aussi. Il y a des règles, elles ne sont pas respectées, et il y a des sanctions proportionnelles et avec une utilité. Un enfant, c'est comme un pied de tomate. Si tu mets pas un tuteur, ça se casse la figure. Là, c'est pareil. Mettre une sanction à un enfant, c'est lui permettre d'apprendre de ses erreurs, de ne pas reproduire ses erreurs et d'être dans le droit chemin. Ne pas le sanctionner par peur de le traumatiser. Ah, c'est clair, il va pas être traumatisé. Il va faire une grosse connerie, il va faire des plus grosses conneries quand il sera plus vieux et il se retrouvera face à des problèmes encore plus gros. Ah, il n'est pas traumatisé, ça c'est clair. Bon, il va peut-être finir en tôle, mais il n'est pas traumatisé. Hein. La discipline est extrêmement importante parce que elle est partout dans notre vie. Quand tu vois tous les mecs ou les femmes qui ont réussi sur cette terre, c'est des gens qui ont une discipline. Au moins sur un domaine. Dans leur travail, ils ont été disciplinés. Quand tu vois les sportifs qui tapent des records, c'est la discipline. La discipline liée à l'entraînement. La discipline est maîtresse de tout. Comment voulez-vous, si on ne met pas de sanctions, discipliner les enfants? Arrive au travail, ça va être n'importe quoi, parce que s'ils ne respectent pas les règles, par exemple, tu as l'usine, tu as une pièce à faire, tu ne respectes pas les règles, tu foires ta pièce. T'es médecin, t'en as rien à faire de la discipline parce qu'on t'a jamais habitué à ça. Tu respectes pas les règles, tu tues ton patient. Certes, c'est des exemples extrêmes que je donne là, mais c'est pour vous montrer l'utilité de la sanction. Mais on doit aussi responsabiliser l'élève. Tu travailles bien, t'es récompensé. Tu te comportes mal, t'es sanctionné. On doit responsabiliser l'élève. Dès la grande section maternelle, hein, par exemple, tu tiens la main à un petit. C'est rien, c'est pas grand-chose, mais tu lui donnes une responsabilité. Et ça doit aller crescendo progressivement. On ne doit pas arriver, attendre que l'enfant ait 18 ans, puis lui faire « Tiens, tu es un adulte, prends ta responsabilité ». Ça doit être progressif. Je me rappelle quand j'étais au collège, en 3e, on nous plaçait encore dans les tables à la cantine. Mais what the fuck, hein? On doit responsabiliser l'enfant, c'est très important. Parce qu'en le responsabilisant, on lui donne confiance en lui. Et s'il a confiance en lui, il va pouvoir multiplier ses compétences, ses forces. On doit aussi avoir des professeurs responsables. Chose très difficile de notre système en France parce qu'ils sont sous-payés et sous-considérés. Les professeurs doivent avoir un rôle dans la pédagogie, la gestion de l'établissement. Ils doivent être consultés. Hein. Ça doit être quelque chose de très important. Ils doivent être concernés. Hein. Comment être concerné par le sort de tes élèves? Comment être concerné par ton travail quand tu es sous-considéré, sous-payé, que quand tu te fais agresser, on te dit pas de vague, qu'on te manque de respect, qu'on t'insulte, que tu t'es emmerdé à faire 5 ans d'études simplement pour te retrouver dans un endroit où tu es considéré encore plus mal qu'un animal? Mais sérieusement, comment voulez-vous? Le professeur doit être un petit peu un guide. C'est comme ça que moi je vois l'enseignement. Hein. Je parle un petit peu de ma vision. Le professeur est un guide. On est au début de l'année. Le programme est un parcours, un chemin. Le professeur doit guider les élèves dans ce chemin. Il doit essayer d'en perdre un minimum. Il y a un pourcentage de perte, malheureusement. Faut être honnête. Mais ça doit être un guide. Et ça ne doit pas être un souffre-douleur ou une victime, comme on a dans beaucoup de systèmes aujourd'hui en France, où le professeur est vraiment une victime, victime de sa hiérarchie, victime des programmes, victime d'un monde qui les traite comme des animaux. Non, le professeur est un guide. Il doit guider l'élève. C'est très important. Autre chose extrêmement importante, c'est le respect. Respect total. C'est peut-être par ça que je conclurai ma vision de l'école idéale, mais le respect. Respect total concernant le bâtiment, concernant les gens qui sont dans le bâtiment, que ce soit, ça va de l'élève au surveillant, à l'administration, au professeur, à la direction, respect total. C'est extrêmement important parce que sans respect, c'est le chaos.
c'est l'anarchie. On va être totalement honnête. En conclusion, cette vidéo a permis de mettre en avant ma vision de l'école. Je sais que c'est un peu utopiste sur beaucoup de points. Je sais que d'autres points, on pourrait tendre à s'en approcher. Mais voilà, c'était aussi pour vous communiquer un petit peu la vision que j'ai de l'école et aussi un petit peu du cœur de l'école, l'enseignement qui est pour moi ma vocation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez liker, partager, vous abonner et faire de la pub pour la chaîne. Ça ne ferait pas de mal. Merci pour tout. Ciao!